Ok, chers amis, bonjour. Nous sommes le 15 février 2025 et je suis avec Franck qui vient de venir me rendre visite à Discovery Bay, Hong Kong. Bonjour Franck, comment ça va? Bonjour Marc, ça va très bien. Merci de me recevoir. Merci à toi d'être venu, d'avoir fait le chemin jusqu'à Discovery Bay. Il faut prendre le ferry, etc. Là, je vais bientôt le prendre, je vais à Shenzhen tout à l'heure. Et c'est bientôt le printemps, il fait assez bon, je trouve. Pas très froid, voilà. Et tu fais partie des Français de Hong Kong qui sont là depuis longtemps. Et aujourd'hui, on va parler de un petit peu de tout. On va faire un point sur la situation de la France, des Français dans le monde et particulièrement sur le thème de la liberté, parce que je sais que c'est un thème qui te tient à cœur. Et voilà, pour resituer un peu le contexte, on s'est rencontrés il y a environ 3 ans pendant la campagne présidentielle. Tu as été un des soutiens d'Éric Zemmour. Et puis un de nos amis dans la communauté des Zemmouriens de Hong Kong. De mes amis, de mes soutiens, si on peut dire, je ne sais pas. Voilà. Si. Donc merci de faire partie de nos groupes et en plus de ça, je te trouve très actif dans les groupes WhatsApp et qu'on a. Et donc on va parler un peu plus, on va prendre le temps aujourd'hui de faire un point sur tout ça et pour mieux se connaître. Et aussi parce qu'il y a pas mal de Français de Hong Kong, je pense, qui aimeraient bien connaître un peu ton histoire. Donc non seulement on va parler de politique, de métapolitique, mais aussi on va parler de voyage et de ton parcours. Voilà. En tout cas, bonjour Franck, est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites? Ok, écoute, rapidement, hein, je suis un monsieur tout le monde, dans le sens où, voilà, donc j'ai une activité professionnelle ici, je m'occupe en fait de la prévente d'une société qui fabrique des bateaux, donc je suis plutôt technicien qu'autre chose, que politicien. Hein. Donc déjà, à l'avance, je m'excuse auprès de l'audience par rapport au fait que c'est pas parce qu'on me tend un micro que j'ai des choses intelligentes à dire ou que je vais bien les dire. Mais voilà, donc on va essayer de discuter sur le thème de la liberté. Voilà, c'est ce sur quoi je veux parler aujourd'hui parce que c'est un thème qui me tient à cœur. Pourquoi? Et il me tient à cœur pourquoi? Parce que je pense avoir joui de cette liberté, d'avoir eu la chance de jouir d'une notion de liberté que je me suis peut-être fabriquée dans ma tête, mais j'ai l'impression d'en avoir vraiment profité, d'avoir vécu des choses extraordinaires grâce à cette liberté et qu'aujourd'hui elle est vraiment en danger. Elle est en danger gravement en France, en danger. À Hong Kong, partout dans le monde. Où est-elle en danger? Elle est gravement en danger, je dirais plutôt partout dans le monde, parce qu'on a une influence occidentale qui est en train peut-être d'être contrebalancée en ce moment, mais on a une telle influence occidentale, le monde de l'Ouest, que j'étends ça au monde entier. Tu penses que le monde occidental est celui qui est responsable de cette privation de liberté? Il y a une impulsion qui vient de l'Ouest en ce sens? Non, c'est pas juste de l'Ouest. Je pense que ça vient des hommes en général. Des hommes qui prennent le pouvoir, des hommes qui nous gouvernent. Il y a toujours cette propension à vouloir contrôler une masse d'autres personnes qui sont sous ces dirigeants. Donc quel que soit le pays, je pense qu'on a toujours assisté à ça. C'est assez rare, je pense même inexistant, de voir des gens qui accèdent au pouvoir et qui veulent pas, ou qui sont uniquement magnanimes, philanthropes, qui veulent agir dans le bien de leur population, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui est rare et qui est certainement pas du tout d'actualité aujourd'hui. Si tu regardes bien cette histoire de liberté, je pense que c'est quelque chose qui évolue au fil des siècles, au fil de l'évolution de l'être humain. Au début, quand tu étais dans la nature, totalement libre. Totalement libre, mais en même temps pas si libre que ça, parce qu'il fallait que tu te protèges des attaques de loups, des attaques d'animaux, de la famine, de tout un tas de choses qui rendaient l'existence humaine extrêmement précaire. Je ne pense pas qu'on puisse parler de liberté à ce moment-là. La première liberté, c'est la sécurité. Aussi ou pas? Exactement, c'est la sécurité. Donc on a réussi à s'affranchir de tout ça grâce un peu à l'ingénierie humaine, à l'organisation de sociétés, etc. Et donc très rapidement, on est arrivé à la Révolution française, enfin, on est arrivé aux révolutions.
on est arrivé à des situations où encore une fois, on avait un petit groupe d'élite qui écrase une majorité de personnes. Tu vois. Alors avant qu'on il n'y a pas de liberté non plus pour 90% des gens et toutes les libertés pour d'autres. Et donc là, on est vraiment sur toujours un concept de privation de liberté par l'être humain. Alors avant qu'on aille un peu plus en détail dans ce sujet, ça me fait penser quand tu parles comment on appelle ça, ce qui vient des attaques extérieures possibles, la sécurité, etc. Ça me fait penser quand tu étais sur un bateau et que tu faisais le tour du monde. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ton background? Alors, avant de parler plus de liberté, qu'est-ce que tu fais à Hong Kong? Quel est ton parcours? Je sais que tu as voyagé à travers le monde sur un bateau. Est-ce que tu peux parler de ça? Oui, donc bon, alors là ça aurait pu être dans la présentation au début. Effectivement, voilà, j'ai fait un très grand voyage, je dis très parce qu'il était très grand, avec ma petite famille. J'avais donc ma fille de 3 ans et demi, ma deuxième fille de 20 mois. Et nous avons décidé de prendre, nous habitions sur un voilier que nous avons acheté, mon épouse et moi, à Singapour. Nous habitions dès les premiers mois de notre arrivée à Singapour dessus, on l'a acheté tout de suite, c'est un vieux bateau. Et donc le projet c'était de faire un très grand tour autour du monde, mais pas exactement autour du monde, mais bon, après c'est comment, vous savez, il faut jeter le chapeau et aller le chercher, donc ça c'est un peu une philosophie de vie. Tu es parti de la France, tu es parti du continent américain, revenir en Asie. Non, on est parti de Singapour. Et après, dans l'autre sens, oui. On est parti de Singapour. Une fois que tout a été prêt, le bateau, c'est un vieux bateau, mais il a fallu l'acheter, il a fallu prendre un emprunt parce que j'avais pas l'argent, ne serait-ce que pour acheter ce vieux bateau, 75 000 € à l'époque. C'est pas des grosses sommes, mais on ne les avait pas, donc voilà, on a acheté un bateau. Je l'ai rénové, je l'ai armé, on a tout préparé, on a attendu que les enfants soient suffisamment grands, vaccinés. C'était en fait Ah oui, c'était pendant le Covid. Non, c'était. Ah non, c'était les avant, enfants quand il y a longtemps. Bien avant, c'était en 2006, 2007. Oui, quand on a commencé contre le Covid. Voilà, non, il n'y avait pas du tout cette histoire de Covid. On a attendu que les schémas de vaccination de nos filles, la dernière, soit terminée pour partir. Alors, on avait un peu d'argent de côté, on avait le bateau préparé, les enfants, tout était prêt. Qui avait quel âge à Elles avaient 3 ans et demi et 20 mois, les enfants. Oui, alors il y a un moment. Voilà. Donc aujourd'hui, elles ont 21 ans et 19 ans. Il y a un peu d'eau qui est passée sous les ponts. Mais voilà, donc c'est une aventure que nous avons vécue en famille. Nous l'avons vécue. Et c'est la seule chose peut-être qui peut donner un peu de légitimité à ma parole par rapport à la liberté. Oui, c'est pour ça que ça me fait penser à ça, parce que c'est quand même une aventure assez folle. Combien de temps vous étiez sur un bateau? Nous avons vécu à bord du bateau 11 ans. 11 ans 11 ans 11 ans, oui. J'avais 3 ans en tête. 11 ans, mais c'est mais énorme. 3 ans, c'est le voyage. Ah oui. 3 ans, c'est le voyage. Mais avant ça, il y a eu 5 ans où on a vécu à bord du bateau pour préparer le bateau, pour sauvegarder nos budgets, pas de location d'appartement, etc. Et ensuite, quand nous sommes arrivés en France, donc le voyage c'était Singapour, France, en passant par l'océan Indien, l'Afrique du Sud, l'océan Atlantique Sud, le Brésil, la remontée vers les Caraïbes et après le passage océan Atlantique Nord jusqu'à Gibraltar. Donc ça fait travailler la géographie aussi, le voyage sur l'eau. Donc on est arrivé en France via les Baléares et voilà, fin du voyage dans le sud de la France, dans un endroit qui s'appelle Frontignan. Alors c'est quand même dangereux de partir avec deux filles si jeunes, il me semble. Toi tu n'avais pas peur à l'époque, tu te disais bon on y va, il y a du danger mais bon au moins on est libre, on fait ce qu'on veut, on va où on veut, on s'arrête à chaque port, on découvre le monde. C'était quoi ton état d'esprit? Voilà, l'état d'esprit c'est toujours lié à cette notion de liberté. Et puis un peu aussi à la foi. Il faut réaliser un jour, il faut arriver à comprendre que, ah oui, là, ça change tout, alors. La vie n'est pas sans risque. Et que plus on s'aventure vers des choix qui sont ceux de la liberté, c'est un choix la liberté. On pourra en parler un peu après. Plus tu as des risques effectivement. Et
Est-ce que ça doit inhiber l'action? Est-ce que ça doit t'empêcher de réaliser certains rêves? Toujours avec cette menace de oui, il pourrait se passer ceci, il pourrait se passer cela. Effectivement, c'est dangereux. Mais bon, on prépare. Il faut être préparé. Il faut avoir des connaissances, les acquérir, donc il faut les avoir. Il faut avoir un peu d'argent, pas énormément, on pourra en parler, combien ça coûte. Et puis à la fin, il faut y aller, et puis à la grâce de Dieu, quoi. Alors est-ce que c'est Dieu? J'en sais rien. Alors quelle foi? Je suis agnostique. En fait, tu parles de foi, donc j'imagine que c'est religieux? Non, non, pas vraiment. Alors bon, après, tu as foi en toi. Là, on est sur un autre sujet, mais non, j'ai même pas foi en moi. Quand on étudie un petit peu la vie, la complexité, on s'aperçoit que la complexité de la vie est immense. Tu vois, que tu rentres dans une cellule, tu rentres dans l'ADN, tu rentres un peu dans cette complexité-là, et tu te dis à la fin, pour résumer, c'est pas possible que la vie soit le résultat du hasard. Donc tu n'es pas sur une planète, un caillou avec du granit partout, de la lave, un peu d'eau, etc. Et tout d'un coup, tu as une cellule qui se forme avec un mécanisme extrêmement complexe de réparation, de détection des défauts, de duplication, etc. De préservation, de perpétuation. Tout ça, c'est extrêmement complexe et je ne peux pas imaginer que ce soit le fruit du hasard. À partir du moment où on imagine que ce n'est pas le fruit du hasard, on se dit il y a quelque chose. Mais on est trop simple, oui, on n'est pas suffisamment évolué pour comprendre cette complexité. Donc je ne dis pas que c'est Dieu, donc il y en a qui disent que c'est Dieu qui a créé tout ça, peut-être. Moi je dis simplement il y a quelque chose là-haut, ou en bas, ou à côté, ou au-delà, j'en sais rien, qui nous a créés. Je pense qu'on est le fruit d'une création. Et bon, à partir du moment où on admet ça, je ne m'abandonne pas à des dogmes, à des religions en disant oui attention, si je ne fais pas ceci, si je ne suis pas cela, si je ne pense pas comme ça, je vais aller en enfer. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Simplement, voilà, donc j'admets qu'il y a une force au-delà de nous et peut-être qu'elle est benevolent, peut-être qu'elle est bienfaisante, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que notre destinée, notre vie, c'est pas forcément entre nos mains. Et donc il faut y aller. Il faut tenter le coup. Il y a des risques. Alors justement, tu y es allé, il y a eu des risques. Tu t'es fait attaquer plusieurs fois par des pirates. Est-ce qu'on peut parler de quelques anecdotes? Oui. Pas d'aller en détail, sinon on va prendre 3 heures. Ça va prendre 3 heures, non, mais j'ai un blog, j'ai beaucoup écrit là-dessus. Mais effectivement, donc, il y a les dangers, en fait, quand on se lance dans un truc comme ça, c'est une balance. Hein. C'est d'un côté, quels sont les dangers, de l'autre côté, quels vont être les bénéfices. Mais dans notre cas, on ne savait pas trop ce qu'allaient être les bénéfices. Qu'est-ce qu'on va en retirer de ce voyage? Je ne savais pas trop. Par contre, ce que je savais, ce dont j'étais sûr, c'est ce que je quittais. Cette espèce de rat race, cette espèce de pression continuelle avec le travail, la profession, gagner de l'argent. La routine, le système, rentrer comme un mouton dans tout ce qui est prévu que tu fasses. C'est ça? Tout à fait. Il faut réaliser que, mais c'est là qu'on apprend, il faut définir la liberté, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose c'est une construction personnelle, la liberté, la notion de liberté. Et à un moment, on peut très bien se dire, non, c'est pas fait pour moi, ou alors pas pour la vie. Et donc faisons quelque chose. Et la construction d'un projet, c'est ça. Qu'est-ce qu'on met dans la balance? Des risques et des choses qui risquent d'être superbes, tu vois. On ne sait pas trop, mais on a envie, on perçoit qu'elles vont être superbes. Et donc effectivement, quand on se lance là-dedans, on y va, eh bien, on se trouve confronté au réel. Et la liberté, ça ne veut pas dire, voilà quoi, hein, on est assis ici, on sirote notre truc sur le pont d'un bateau et tout va bien. Sinon, c'est beaucoup de contraintes, c'est de la météo, c'est être sur le qui-vive en permanence. On a des enfants, on a une sécurité soi-même à assumer.
à créer, il faut la créer cette sécurité. Et en même temps, ben voilà, il y a des contraintes météo, il y a des contraintes administratives. Tu rentres pas dans un pays comme ça, il faut faire des clearances, il faut montrer patte blanche, il faut payer un petit peu à chaque fois qu'on rentre, qu'on sort d'un pays. Et c'est toi qui choisis dans quel pays où tu vas, quel parcours. Et tu le choisis. Tu n'es pas bloqué d'un système qui t'impose quelque chose. Tout à fait. Et derrière, tu as toujours la menace liée à l'homme. Et ça, c'est la plus grande menace. Et donc, nous avons vu un peu ce qui se passait dans des coins comme Mayotte, par exemple, où là ça craint. Et ce qui est le plus triste, c'est que dans les pays, dans les endroits qui sont supposés être protégés par des grandes nations, comme la France, nous avions la Légion, nous avions l'armée, toute l'administration française à Mayotte. Et c'est là où on s'est fait le plus, on s'est fait défoncer notre quotidien par des agressions permanentes. Mayotte, c'était l'enfer, quoi. Enfin, c'était à la fois un paradis, mais en même temps toujours sur ses gardes, et des gens qui sont venus sur notre bateau la nuit, il pleuvait, ils ont attendu, donc il y a des choses qui sont organisées contre ce que nous sommes, contre ce que nous avons. Donc ils nous ont volé notre annexe, qui est un élément très important quand on fait un voyage en bateau. C'est un petit bateau pneumatique, c'est une coque semi-rigide qui est remontée sur l'arrière sur des bossoirs. Donc on la remonte la nuit. Il y a un moteur, un petit moteur de 2 chevaux, enfin pas 2 chevaux, non, il était à 15 chevaux, mais c'est un moteur 2 temps, enfin c'est des détails techniques, mais ils nous ont volé ça, ils nous l'ont piqué, alors que j'avais passé des heures à le démonter entièrement, à le préparer. Quand on prépare un voyage, il faut que tout soit nickel, il faut que le bateau il soit parfait. Le moteur principal du bateau, les voiles, le gréement, l'électronique, l'électricité, l'ancrage, tout, il faut que tout soit parfait, parce que de ça dépend la sécurité de la famille. Et donc j'avais passé des heures à démonter entièrement ce moteur. C'est pour dire à quel point, quand on vient vous le voler, parce que tout simplement, tu as un bateau, tu es là au milieu de la baie avec ton ancre, tu suscites des jalousies d'une part, et des gens se croient permis parce qu'il y a un différentiel économique, ils se croient permis de venir te prendre ce qui est à toi. Ils voient des étrangers, ils voient un blanc, c'est une cible. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc on s'est fait voler en pleine nuit, et ça a été dramatique. On l'a vécu, on l'a très mal vécu. Tu t'es réveillé, tu as vu, ça a disparu. Heureusement que je ne me suis pas réveillé la nuit quand il faisait ça, parce que là j'ai quand même un tempérament réactif, on va dire. Et donc ça se serait mal passé. Non, mais ça se serait mal passé. J'aurais certainement été lacéré ou même tué, parce qu'ils arrivent, ils ont des machettes, etc. Donc ça s'est bien passé. Ils ont volé tout ça sans qu'on se réveille, tant mieux. Bon, à la fin, tu as un dégoût parce que c'est ton matériel. Tu as passé des heures à le préparer. Il était nickel ce moteur, cette petite annexe. Bon, bref. Et donc on a été obligé après de continuer sur l'Afrique du Sud sans annexe. Et c'est un élément de sécurité ça fonctionne quand même extrêmement important. Parce que si tu as un problème, tu peux toujours aller à terre grâce à cette annexe avec un petit moteur, etc. Et on a été confronté à un problème de sécurité ensuite. Donc nous, on nous avait donné une petite annexe avec le fond des solidarités d'autres marins. Tu vois. On nous a prêté un petit moteur 2 chevaux, un espagnol, et la communauté nous avait donné une toute petite annexe avec un fond décollé que j'ai recollé pour au moins avoir quelque chose sur lequel on puisse monter pour aller à terre, s'il fallait. Et donc on a été confronté à ça. C'est un problème médical avec ma fille. On s'est arrêté ça s'appelle le canal du Mozambique. Donc un endroit assez compliqué en termes de météo. Et donc là, on a des îles, on a une île française avec des militaires français. Et ça a été génial. On a eu un problème médical. On a ancré, mais ça se trouve, tu ne peux ancrer qu'à peu près 1 000 nautiques de la terre. Donc là, c'est impossible. Et les militaires français n'ont pas d'embarcation. 1852 mètres, donc presque 2 km. Tu ancres, mais on ne peut pas, même pas à la nage. En plus, il y a des courants, etc. Donc il nous a fallu cette annexe. On est descendu avec cette annexe, avec des palmes, pour que je puisse, au cas où le petit moteur ne... Donc voilà, donc tout ça, c'est de la sécurité. Nous avons été accueillis par ces militaires français. Il y avait un infirmier qui a pu s'occuper de notre fille.
Et au-delà, on aurait pu être rapatrié parce qu'il y a un petit aéroport sur La Réunion. Donc le fait d'être français, quelque part, c'est un mix d'émotions. Parce qu'on a une nation derrière qui peut nous soutenir. Ouais. Et c'est génial. Être au milieu de l'océan Indien, dans une petite île qui s'appelle Juan de Nova, et savoir qu'un Transal peut venir atterrir, récupérer la petite, l'emmener à La Réunion dans un hôpital, c'est absolument génial. Et d'un autre côté, la même nation est en train de nous écraser sur le plan des libertés. Le bon côté dont tu parles, c'est historique. C'est-à-dire que c'est une nation qui s'est construite avec le temps. Donc c'est un héritage. Tu vois, la France d'aujourd'hui, malheureusement, c'est complètement différent. Voilà. Donc on est surtout fiers de notre histoire. Et on va essayer de la sauver. Oh, je ne sais pas voilà, si ça va être possible. Est-ce que c'est sauvable? Alors ça, c'est une autre question. C'est une question qui nous fait remonter un peu à qu'est-ce que c'est que la liberté? Alors maintenant, quel constat tu fais? Donc tu as vécu en quelque sorte une certaine liberté sur un bateau, un voyage, etc. Maintenant, tu te retrouves à Hong Kong. Pourquoi? Est-ce que tu te sens plus libre à Hong Kong qu'en France? Est-ce que tu sens que l'avenir est meilleur à Hong Kong ou en Asie qu'en France? Est-ce que la France est sauvable? C'est quoi ton état d'esprit aujourd'hui? Pourquoi tu vis à Hong Kong? Qu'est-ce que tu fais ici? Alors, vivre à Hong Kong, au départ, c'est quelque chose qui dépend pas de ma volonté. Parce que quand nous sommes arrivés en France, après 3 ans de voyage absolument fabuleux, avec des petits points comme ça, où on s'est fait voler l'annexe. Bon, en Afrique du Sud, on en a racheté une autre. Une d'occasion avec un tout petit moteur 2 chevaux parce qu'on n'avait pas vraiment les moyens de retrouver ce qu'on avait. Donc ça a été un moment difficile, mais contrebalancé par un ensemble d'émotions absolument fabuleuses. Donc ce voyage, il a été constructeur, fondateur, et aujourd'hui on ne le regrette pas du tout. Mais en arrivant en France, on s'est retrouvé tout d'un coup face à une autre réalité. La réalité de la crise. On est arrivé en 2010. Donc c'était la crise, des gens en France qui sont pas tellement heureux, tu vois. Et toi, tu arrives avec la banane, tu viens de faire quelque chose d'absolument fantastique. Tu ne sens pas en phase avec ce qui se passe. On est heureux et on est prêt, quoi. On est prêt à bosser, tu vois. C'est bon, on vient de passer 3 ans de liberté totale et on est prêt à rebosser. Et là, tu te trouves confronté à des gens qui te disent, mais vous êtes prêts, vous, à bosser? On a même vu une sorte de jalousie. Tu vois, pendant que nous, on était en train de trimer, de galérer dans cette crise de 2008, etc. Vous étiez en train de vous balader tranquille en bateau. Donc, il y a eu un peu de ça. Donc, on n'a pas réussi à trouver en France. En France, c'était quasiment impossible. Et finalement, réussi à trouver de poste, d'emploi? Oui, pas d'emploi possible. On était dans le sud de la France. Très, très compliqué de trouver quoi que ce soit. Bon, finalement... j'ai intégré un gros groupe pour prendre la gestion de l'après-vente sur l'Asie-Pacifique, mais basé à Hong Kong. Ça, fort de notre expérience, mon épouse est singapourienne, elle est asiatique, donc fort de notre expérience en Asie, on était tout à fait indiqué pour occuper ce poste de gestionnaire service après-vente, basé à Hong Kong. Et là, donc, on découvre Hong Kong. Et aujourd'hui, après 12 années à Hong Kong, mais merci quoi. Merci la destinée de nous avoir positionnés sur ce pays. Alors tu posais une question, est-ce que Hong Kong, est-ce que c'est mieux, etc. Mais Hong Kong, c'est le jour et la nuit par rapport à la France. C'est un endroit où on se sent en sécurité. C'est un endroit où on a une qualité de vie fabuleuse, un climat qui est super. Il y a de la nature, il y a surtout une bienveillance, quoi. On est bien ici, les gens nous considèrent avec bienveillance. Je pense que la plupart des gens qui vont voir cette vidéo, ils vont être d'accord avec toi sur la bienveillance, sur l'Asie, sur la mentalité, sur la qualité de vie. Mais l'idée qu'on a pas moi, mais la plupart des gens en France, de Hong Kong, c'est que c'est moins libre. C'est la Chine, c'est ceci, c'est cela. Et que en France, tu es plus libre. Alors, oui, c'est faux. On n'est pas plus libre en France malgré les apparences, qu'à Hong Kong. Alors à Hong Kong, on a cette espèce d'image
de totalitarisme chinois qui vient de prendre la main sur le pays, qui impose des choses draconiennes, absolument pas. Qu'est-ce que fait la Chine? Elle ne fait simplement que réguler l'ordre social. Et ça se passe bien. Et à partir du moment où c'est pas de la compliance, c'est simplement à partir du moment où on se comporte comme un citoyen, comme un être humain normal, il n'y a aucune raison qu'on commence à voir des manifestations d'agressivité chinoise ou d'un gouvernement oppresseur. Non, on se comporte bien, on respecte l'environnement dans lequel on vit, on respecte les lois qui sont en vigueur et qui ne sont pas, outre mesure, liberticides. Hein. On peut très bien partir, revenir, démarrer un business, il n'y a aucun problème. Ni même sur le plan idéologique. On peut très bien suivre des universités qui sont ouvertes. On peut suivre mes enfants. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux t'exprimer. Alors, mes enfants ont suivi toute une éducation pendant 9 ans au lycée français. De Hong Kong. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, la liberté commence à décroître. Au lycée français? Au lycée français. Pourquoi? Parce qu'au-delà des apparences de pluralité, de valeurs qui sont développées par le lycée français, d'inclusivité, etc. En fait, tu t'aperçois que tu as une doxa. Que si tu ne rentres pas dans cette doxa, eh bien, tu es confronté à des oppositions extrêmement violentes au lycée. C'est quoi cette doxa? Il suffit simplement. Il faut être dans le politiquement correct. Il faut vraiment être dans la mouvance de la pensée actuelle sur tous les sujets plutôt de gauche. Et c'est vraiment de gauche. Si tu oses, ne serait-ce que questionner ou prendre des points de vue légèrement différents, sur des sujets comme l'Ukraine par exemple. Et là je peux parler de profs qui ont osé, ne serait-ce que tu vois, essayer de développer, élargir un petit peu les points de vue. Tu parles de l'Ukraine au lycée français? Tu es obligé, oui, tu es obligé. Il y a des cours de géopolitique, il y a des cours qui traitent de l'Europe, etc. Donc là, tu te trouves confronté à des résistances extrêmement violentes. Après ça, c'est pas propre au lycée français, c'est tout le monde occidental. Toutes les ambassades, les consulats, tout ce qui est français, et même tout ce qui est européen, je dirais. Ouais. Il y a une propagande pro-Ukraine partout dans... Alors que, mais sans aller dans le pro-Ukraine, ne serait-ce qu'un point de vue différent, bien pensant, politiquement correct. Essayons de considérer ne serait-ce que le point de vue des Russes. Ne serait-ce que ça, sans aller à pro-Ukraine ou pro-russe, ça a été immédiatement, ça a levé un tollé de résistance dans les classes. Tu es immédiatement fiché méchant, pas bien. Et ça va aussi, tout ce qui a touché au Covid, par exemple. Tout ce qui a été au Covid, oui, c'était impossible, même dans les classes, d'avoir une autre opinion. Alors on va te dire oui, mais sauf que non, on l'a vécu. Il y avait vraiment une espèce d'incitation, un encouragement à la science, le vaccin. Tu ne pouvais pas remettre en question cette doxa-là, même si nos auditeurs pensent que le lycée avait raison de faire ça. Bon, il y a quand même des orientations qui sont claires. Et là, on sent que la liberté d'expression n'est pas franchement en application. C'est pas franchement appliqué. En fait, tu as des directives du gouvernement français et local, en fait, parce que le lycée français il est dans un système. Donc, ils font surtout suivre ce qui se passe. En France aussi, tu n'avais pas plus de liberté au niveau du Covid. En France, c'était même pire. Tu avais attestation pour sortir, pour te déplacer, etc. Donc, c'est quoi d'ailleurs ton opinion en quelques mots sur le Covid? Parce que ça aussi, on peut en parler pendant des heures. Là, d'ailleurs, je pense sur YouTube, ils vont mettre attention Covid, information. Ouais. Parce que toi, tu n'es pas vacciné. Ah non, mais je ne répondrai pas à cette question. Oui, tu es libre de répondre ou pas. Voilà. Mais comment tu as vécu ça? Ça fait partie du secret. Non, mais pas du tout, pas forcément. Hein. C'est pas du tout ce que tu assumes. Je peux très bien avoir une opinion sur ce qui s'est passé tout en étant vacciné. Parce que quand on te dit... Moi, j'étais vacciné, mais j'étais obligé pour mon job. Ben voilà.
Ben, Mais si j'avais le choix, je ne l'aurais pas été vacciné. eh ben exactement. Mais je ne veux même pas parler de ça parce que ça, c'est un détail. Ce qui est fondamental, c'est de comprendre que quand on parle de liberté, on a maintenant un ensemble de personnes, la majorité des gens, qui ont consenti à admettre toutes les mesures liberticides qui ont été mises en place. Et quand tu disais est-ce qu'on est mieux à Hong Kong, est-ce qu'on est mieux en France, on est mieux à Hong Kong sur un certain nombre de choses, un grand nombre de choses. Par contre, toute la partie Covid, bah, ça a été encore pire à Hong Kong qu'en France. Là, tu trouves que c'était pire à Hong Kong? Ah, ça a été pire qu'en France. Comme quoi, par exemple ça a été pire dans le sens où ils sont allés plus loin. C'est que tu ne pouvais pas étudier, tu ne pouvais pas être une étudiante, tu ne pouvais pas aller à l'université si tu n'étais pas injecté. Tu ne pouvais pas enseigner au lycée français si tu n'étais pas injecté. C'était plus extrême dans certaines mesures. Des gens au lycée, dans les écoles, qui suivaient les directives de Hong Kong. Ils n'avaient pas le choix. Hein. Mais ce qui est pire, c'est qu'on a transformé notre société en une société de dénonciation. C'est-à-dire que les gens qui étaient dans les restaurants pouvaient te dénoncer ou étaient supposés te contrôler. Donc on a transformé des gens en contrôleurs de la population. On est dans le dystopique total. Et pareil au lycée, pareil dans les écoles, pareil dans les universités. Donc la notion de liberté, et ce qui est triste, c'est que je m'aperçois qu'en fait, elle n'est pas claire dans la plupart des gens. Pour eux, quand je discute avec certaines personnes, c'était normal de faire ça. Non, c'était pas normal. Et c'est là où il faut commencer à réagir peut-être. Sur un plan global, il faut réagir. Il faut ouvrir, il faut s'ouvrir au niveau de la conscience. Il va falloir réfléchir à ce qui s'est passé. Ou alors, c'est pas possible. C'est pas possible pour les gens d'admettre que ce qui s'est passé est extrêmement grave. Et donc là, la liberté, on va se la chercher individuellement. C'est-à-dire que maintenant, on est quasiment obligé d'être dans l'illégalité si tu veux être libre. Tu es obligé de te la prendre, cette liberté. Comme quoi, par exemple? Je te donne un exemple. Pour aller au Chagos, qui est un groupe d'atolls absolument merveilleux, dans le prolongement des Maldives, et géré par les British. Ça s'appelle BIOD, ça s'appelle British Indian Ocean Territories. Il y a un de ces atolls qui est occupé par des Américains, une base ultra secrète, donc tu n'as pas le droit de t'approcher. Mais il y a deux autres atolls où toute la population a été virée. Donc ça, c'est une histoire très connue, ça. Toute la population a été virée. Et donc tu as ces deux atolls où il n'y a personne. C'est vraiment des îles désertes. Des îles désertes. Et tu peux y aller encore avec ton bateau. Il faut y aller en bateau, c'est le seul moyen. Pourquoi ils ont viré la population? Pour être tranquille, la base, pour que la base puisse exister, c'est une base ultra secrète américaine à Diego Garcia. L'une des conditions, c'était on veut personne. Donc il y avait deux autres atolls, mais qui se situent à, 200 ou 300 000 nautiques, ils ne sont pas proches, hein. Mais tout le monde devait partir. Donc les Anglais ont rapatrié, soit à l'île Maurice, soit à l'île de la Réunion, soit aux Seychelles, donc tous ces gens-là. Donc il y a même des actions en justice qui continuent, hein, qui perdurent. Mais pourquoi je te parle de ça? C'est parce que nous, quand nous sommes allés au Chagos, ça a été un moment merveilleux de notre voyage, où tu arrives dans une île déserte, et sur un paradis terrestre. Tu mets la tête dans l'eau, mais tu as des raimentas magnifiques, de 6 mètres d'envergure, tu as une faune extraordinaire, même sur l'île, tu as des crabes grands, c'est absolument merveilleux. Et là, tu vis comme avant. Tu pêches, tu gères tes ordures, tu les brûles. Il y a un endroit où tu peux aplatir tes boîtes de conserve. Et tu as donc tous les mois un bateau anglais qui vient contrôler les gens, déjà, contrôler que tu as bien une autorisation pour venir. Donc l'autorisation pour venir au Chagos, ça se fait en amont. Tu envoies un email, tu montres pas de demandes l'autorisation quand même. C'est du désert, mais c'est géré. Tu payes 100 British pounds, je crois que maintenant ça a un peu évolué, et tu as le droit de rester un mois. Et je remercie les Anglais d'avoir fait ça. Sauf que maintenant, c'est plus comme ça.
Maintenant, il faut une assurance. Ah, Avant, tu n'avais pas besoin d'assurance. Maintenant, il te faut une assurance pour avoir le droit d'aller au Chagos. Donc là, voilà dans quoi on est en train de pénétrer. mais l'assurance, tu prends une assurance quelconque et puis voilà. Bah, C'est sauf un que bout- c'est un non. bout de papier. Sauf que non. Moi, j'avais un bateau à l'époque de 30 ans d'âge. On faisait un voyage estimé dangereux par rapport à des assureurs. Et ils ont refusé de m'assurer. Ah, d'accord. Donc j'ai demandé une assurance, mais ils m'ont... Il fallait bon, tricher voilà. un peu. Alors, pour s'assurer, aujourd'hui, pour avoir une assurance qui accepte de t'assurer sur des voyages comme cela, il te faut un bateau neuf ou récent, avec toutes les normes, Conforme aux etc., normes, etc., ouais. conformes. Il te faut des normes de sécurité, il te faut des instruments de communication par satellite, etc. Donc tu n'es plus dans les mêmes budgets. Et on est en train de rentrer dans ce monde Trop de restrictions, trop de où- contraintes. où, pour ton bien, on est en train de restreindre tes libertés petit à petit, petit à petit. Et c'est toujours pour ton bien. Mais tu comprends, ton bateau... Et alors, donc nous, on a réussi à faire ça. Bravo, on a réussi à le faire. Mais si demain, une législation se met en vigueur pour te dire, attendez monsieur, vos enfants, là, 3 ans et demi, 20 mois, non mais c'est trop dangereux pour eux. Vous ne pouvez pas faire ça. Et votre bateau, il n'est pas aux normes, il n'est pas ceci, 30... Non, mais attendez, non. Alors, on va rentrer dans un système où, pour ton bien, pour le bien de ta famille, tu ne pourras plus faire ce que nous avons eu le plaisir et le bonheur de faire. Mais c'est comme ça, c'est en train... Alors, c'est pareil. Tu veux aller visiter tel endroit. Moi, au moment où on l'a fait, on était ancré aux Grenadines, aux Caraïbes, à côté de méga yachts magnifiques. Et nous, on était là à côté, dans un endroit paradisiaque qui s'appelle les Grenadines. On avait le droit de le faire. Et c'est pas parce qu'on avait des milliards ou des millions en compte en banque. On était là, on vivait la même chose que ce milliardaire sur son méga yacht de 50 mètres avec 3 mâts, avec un équipage, avec des annexes qui coûtent 3 fois le prix de notre bateau, tu vois, juste l'annexe. Donc, et merci, on avait le droit de le faire. Mais maintenant, non. Ça commence à... Tu vois, tu as des législations qui se mettent en place pour te dire, oui, monsieur, non, alors attendez, il vous faut ceci, il vous faut cela. Ah, puis maintenant, c'est $200 par jour. Après, les défenseurs de cela vont te dire que oui, mais ça a dû changer des vies. Toi, tu n'as pas eu de problème. À mon avis, il y a d'autres personnes qui ont fait ce que tu as fait et qui ont perdu la vie. Donc, alors, c'est intéressant ce que tu me dis parce que c'est vrai, mais il y a quand même un risque. Et toi, tu dis que la liberté, c'est quand même faire le choix d'y aller quand même. C'est faire le choix, c'est faire un choix. Alors, je te donne un exemple. J'ai un pote là actuellement, il est en train de traverser l'océan Pacifique sur un bateau avec des amis. Ils sont arrivés aux Galapagos et aux Galapagos, alors qu'ils avaient les permis, on leur a dit non, vous pouvez pas débarquer, vous pouvez pas venir. Pourquoi? Parce qu'ils ont un chien. On pourrait très bien dire le chien reste à bord et non, vous avez un chien, vous pouvez pas débarquer. Voilà, Ah bon c'est fini. Il ne pourra pas visiter les Galapagos. Parce qu'il y a un chien dans le bateau. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que, alors il y a peut-être des raisons, genre, pourquoi on ne peut plus aller au Chagos si tu n'es pas assuré? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Et je discutais avec un jeune qui lui me dit, mais c'est normal, si tout le monde faisait comme ça, tu imagines, tu vois, s'il y avait 1000 bateaux qui arrivaient dans un endroit paradisiaque, etc. Mais c'est normal, c'est normal. Et c'est là où c'est triste. Parce que la jeunesse qui est en train d'être formée, ou qui a déjà été formée, parce que ça c'était un jeune adulte, elle est formatée par ses lycées, par ses systèmes d'éducation nationale, elle est formatée, mais vers tout sauf la compréhension de ce que c'est que la liberté, vers la prise de risque. Non, le formatage est complètement différent. Il est maintenant écologique. Il est maintenant, tu ne peux plus rien faire parce que, au nom de l'écologie. Alors, tu vas un peu plus loin. Ce jeune garçon, tu peux très bien penser qu'il avait raison. Mais ça va bientôt plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur? Je lui dis à ce jeune, on va te mettre dans un petit HLM, un petit cubicle, un petit cube, dans un HLM parce qu'avoir une maison privée, c'est pas écologique. Tu l'as entendu, on l'a tous entendu. C'est pas écologique d'avoir une maison privée pour soi, avec un jardin, etc. Donc, on va te foutre dans un HLM. Ensuite, on va te donner à bouffer des insectes.
Parce que, bah oui, tu comprends, manger du bœuf ou On va du pas le porc. forcer, mais Non, on va. mais on y va. Mais je dis, voilà, pour comprendre les phénomènes, il faut aller aux extrêmes. Tu sais, en mathématiques, tu regardes une courbe, on va toujours, quand x tend vers plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est exactement ça. Il faut comprendre qu'à l'extrême, c'est là où on nous engage vers cette dystopie, où on va bouffer des insectes, on va plus pouvoir prendre d'avion, parce que c'est pas bon pour la planète, évidemment. On va pas pouvoir avoir de voiture, c'est pas bon pour la planète. Donc on va se retrouver complètement muselé dans un univers sans liberté. Et le pire, c'est qu'on sera consentant. Alors là, après, il faut comprendre la fabrique du consentement chez les jeunes, c'est ça qui est le plus triste. Parce que je l'ai vu avec mes jeunes, avec mes filles, dans les lycées, dans ce qu'on leur apprend, on les formate pour penser d'une manière. Et cette manière-là, c'est, à terme, nous rendre coupables, la culpabilité, nous rendre coupables d'exister tout simplement. Parce que nous sommes tout nombreux. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Nous sommes trop nombreux, mais il est d'accord donc, le jeune est d'accord, pour abandonner toutes ces libertés qui m'apparaissent à moi, vieux couillon, fondamentales. Alors c'est quoi l'issue? Fondamentale. Est-ce qu'on peut conclure une dernière partie sur l'issue? Comment tu vois l'avenir? Est-ce qu'il y a une solution politique? D'ailleurs, parlons un petit peu de politique. Là maintenant, qui vois-tu comme défenseur de la liberté parmi les différentes dans l'offre politique? Quel parti, quel candidat? Est-ce que tu es toujours zémourien? Je sais que tu es plutôt frexiteur. Est-ce qu'on est obligé de sortir de l'Union européenne? Alors dis, quel est ton avis en ce moment sur l'offre politique? Je peux pas rentrer. Alors déjà, pour plusieurs raisons, je peux pas trop rentrer dans ce type de dialogue parce que d'une part, je ne m'estime pas très compétent. Et d'autre part, je me sens comme un grain de sable sans aucun pouvoir. Je l'ai vu lors du Covid. Je le vois aussi avec les idées que nous tentons de défendre avec Zemmour ou d'autres. Moi, j'écoute beaucoup Florent Philippot. J'écoute c'est un thème Asselineau. qui lui est cher, la liberté. Philippot, il parle toujours de ça. J'écoute des mecs comme Matthew Walsh qui a fait un documentaire extraordinaire qui s'appelle What is a Woman? J'écoute des gens j'écoute Jordan Peterson aussi, donc une ouverture sur le monde anglo-saxon nécessaire pour vraiment comprendre. Parce que si on reste franco-français, on a 10% de la réalité en termes d'information. Il faut vraiment s'ouvrir parce que les anglo-saxons sont plus dans la liberté d'expression. Là aujourd'hui, quand on écoute des podcasts français, même là, eh ben, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a certains mots qu'on ne peut pas utiliser. Tant sur le plan de la vaccination, le Covid, etc. Non, parce que on va être déplatformisé, la vidéo va être retirée, etc. Donc il faut faire très attention. Il n'y a plus de liberté d'expression réelle. C'est plus possible. Donc là, on est en train de partir dans une dérive YouTube, totale. c'est américain. Les Américains, c'est pareil, mais c'est en train de changer. Alors ça, c'est quelque chose qui... désolé pour les gens qui trouvent que Trump est... une ordure colossale, etc. Mais bon, quand on écoute un peu ce qu'il dit, ce qu'il est en train de faire, je pense pas que ce soit à l'encontre de l'intérêt de l'humanité. De reprendre certaines libertés qui ont été retirées au peuple, et puis de revenir vers le bon sens. Le bon sens. Le bon sens, c'est d'extrême droite. Hein. Le bon sens, heureusement ou malheureusement, je sais rien. Mais le bon sens, je le trouve chez des gens comme Zemmour, chez des gens comme Philippot, je le trouve chez des gens... Chez Marine Le Pen ou pas? Marine Le Pen, je trouve qu'elle est en train de devenir un peu trop politicienne. Elle a compris que pour arriver au pouvoir, il lui fallait passer par des compromissions. Et Trump nous montre que la compromission, non, c'est pas ça. Il n'en fait pas, lui. Et il ne faut pas en faire des compromissions. Il faut être droit dans ses bottes, parce que c'est ce que, en fait, je pense un grand nombre de Français attendent. Ils attendent ça. On a une déconnexion entre le politique et le peuple, mais totale. Et donc c'est mon seul espoir, c'est
et encore un espoir qui est teinté, parce que quand je parle à des gens que j'ai osé dire que j'avais voté Marine Le Pen, je me suis fait lyncher, insulter, presque en venir aux mains. À Hong Kong ? Avec un architecte en France. Presque en venir aux mains, parce que la personne est en face de toi et t'insulte. Tu te dis, mais comment peux-tu, toi, Ils n'ont pas de tolérance. toi, intelligent, toi, comment as-tu pu voter pour Marine Le Pen? Une conne. Tu vois, voilà, c'est ça le truc. Alors qu'est-ce que tu fais? Soit tu rentres dans ta coquille et tu avales, parce que tu as peur d'exister, d'avoir une opinion. Soit tu dis, non mais là, tu es en train de m'insulter là. Alors tu retires ce que tu viens de dire. Parce que si tu dis que Marine Le Pen est une conne et je vote pour elle, donc je suis un con. Et voilà, et on rentre dans ce... Je veux dire, il y a une espèce de mainmise de la gauche sur la bien-pensance, sur ce qu'il faut penser, ce qu'il est bon d'être. Le politiquement correct. Il y a ce qui est tellement correct et qui n'est pas correct. déconnecté de la réalité, de la vraie vie. Parce que quand on fait un tour du monde en bateau, on la voit la vraie vie. On voit ce qui se passe. Quand vous êtes obligé de tout cadenasser en Afrique du Sud parce que ça risque de mal se passer, quand vous êtes aux Caraïbes et que vous êtes obligé de mettre des chaînes de partout parce qu'on va vous voler, parce que c'est comme ça. Et c'est pas des Norvégiens qui font ça. On en revient toujours au même constat. Il faut arrêter de vivre dans une espèce d'idéal, d'humanisme, l'homme est bon. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut prendre des mesures pour se protéger parce que tous les hommes ne sont pas bons. Et que quand on accueille des gens par milliers, désolé, tu veux peut-être prendre ton... Oui, non, il y a mon épouse qui m'appelle, on doit aller à Shenzhen bientôt. Mais merci, c'est fini ta conclusion. Alors la conclusion que je dirais, c'est plutôt pour l'être humain, c'est pas trop sur le plan politique. Parce qu'à un moment donné, il faut se recentrer sur soi-même, sur sa famille. Moi, je suis ici à Hong Kong et je me sens bien, tant mieux. Mais sur les gardes, parce que demain, les psychos de la pandémie peuvent de nouveau, ici à Hong Kong, nous écraser parce qu'ils sont confucéens et plus qu'individuels. Donc pour eux, ça passe très bien d'écraser tout le monde avec des ports de masques obligatoires, avec des QR codes et tout, avec tout un tas de mesures liberticides qui n'ont pas lieu d'être en regard de la transmissibilité, etc. Donc bref, on est quand même sur nos gardes. Il faut conserver un dialogue avec nos enfants vis-à-vis de l'éducation nationale. Il faut conserver un dialogue avec eux. Il faut leur parler. Il faut soustraire ces écrans qui sont devenus des bandes passantes directes entre des forces qui ne sont pas forcément bienveillantes. Il faut arrêter ça. Déconnecter nos enfants de ces écrans, leur parler et se replonger un peu dans des choses plus naturelles, aller dans la nature, se créer un objectif, un projet et se donner la volonté, avoir la volonté d'y aller. Ce n'est pas simplement imaginer qu'est-ce que la liberté, qu'est-ce que ça pourrait être pour soi, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Il faut se donner ensuite les moyens. C'est de la volonté, c'est du courage. La liberté, c'est d'abord le courage du choix. Il faut se donner ce courage-là. Et arrêter de laisser les autres réfléchir pour nous et prendre les décisions pour nous. Et quelquefois, ça peut aller contre les doxas, contre les lois qui sont mises en place. Donc on est presque obligé d'être illégal pour être libre. Merci beaucoup Franck et à très vite. Très intéressant. Et merci de l'auditoire et désolé si j'ai pas dit des choses intelligentes. Non, c'est très intéressant je trouve. À plus tard. Allez.